l'annonce avec conviction depuis des mois. Je pense que début 2023, nous verrons commencer à refluer l'inflation. On voit s'amorcer une décrue qui doit pouvoir se transmettre au prix à la consommation vers la mi-2023. Eh bien, il va falloir les assommer et les tuer, bien entendu. Voilà. Sur le caddie, on a 230 €. Généralement, on trouvait notre caddie, il était autour de 160, 180. La distribution alimentaire continue au Resto du Cœur. Mais cet hiver, les paniers seront moins remplis. L'inflation a provoqué une baisse des dons pour l'association et l'arrivée de nouveaux bénéficiaires. Oui, c'était une... Là, c'est rien. Ça y est. Hop. Voilà. À 10 jours de Noël, les clients de cet hypermarché cherchent à faire les meilleures affaires. Tout est bon pour lutter contre l'inflation et dans les rayons, chacun a son avis sur les responsables de l'augmentation des prix. Quand on a un panier de Noël France Info qui passe de 122 à 144 € sur des produits festifs, on peut se demander, est-ce que la fin de l'année, c'est galère pour tout le monde? Alors, la réponse est non. On peut se demander qui s'en met plein les fouilles. La réponse est la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Les consommateurs croient que c'est nous, donc nous voulons aller chercher des baisses. Et en fait, on est en mode combat, comme Teddy Riner. L'inspection générale des finances disait que les industries agroalimentaires avaient comprimé leurs marges pour freiner la hausse des prix. En fait, c'est exactement le contraire. Et on est aujourd'hui à des taux de marge qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient avant la crise sanitaire. Je suis Nora Bouezouni, je suis journaliste indépendante, traductrice et aussi autrice. Et j'ai écrit récemment mon 3e livre qui s'appelle « Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette » aux éditions Nourriture Fu. Alors, l'inflation, elle est galopante depuis quelques années. Elle se poursuit et notamment en fin d'année, on a des chiffres. En fait, chaque année, à la fin de l'année, on a des chiffres ou bien on a des rapports qui nous disent d'une part comment ça augmente et pourquoi, par qui ça augmente. Cette année, on a le panier France Info. Encore une fois, ça fait quelques années qu'il existe et qu'il est à jour tous les mois ou toutes les semaines. On voit qu'il y a une hausse assez catastrophique sur le panier de Noël de France Info, avec une hausse conséquente sur des produits dits festifs. Qu'est-ce que ça veut dire de la grande distribution? Qu'est-ce que ça veut dire des fêtes que passeront les pauvres en France? C'est pas très jojo. Quand on a un panier de Noël France Info qui passe de 122 à 144 € sur des produits festifs, on peut se demander, est-ce que la fin de l'année, c'est galère pour tout le monde? Alors, la réponse est non. On peut se demander qui s'en met plein les fouilles. La réponse est la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. En fait, pendant assez longtemps, notamment depuis le Covid, et puis encore plus depuis la guerre en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine, on a des plateaux télé avec des géants de la grande distribution qui viennent vous dire qu'eux, ils défendent notre soi-disant pouvoir d'achat, qu'ils y sont pour rien, qu'ils font tampon pour absorber les coûts élevés et l'inflation. Parce que ça a été une bouffée d'inflation spéculative pendant 3 ans. Et il y a eu des hausses de 20% des dividendes. Deux rapports de l'inspection générale des finances qui disent justement que le secteur, les grosses sont abrités derrière les petits. Attendez, Michel Leclerc, vous publiez pas vos résultats. Si. Non, mais 55,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en forte progression, donc ça vous a profité aussi. Et puis on a d'un autre côté d'autres plateaux avec des géants de l'agroalimentaire, de l'industrie, qui viennent nous dire que c'est la faute de la grande distribution, qui font tout pour notre pouvoir d'achat. C'est mettre un pistolet armé avec la balle chargée dans les mains du distributeur. Il ne paiera pas un centime. Ils imposeront aux industriels de fournir gratuitement les produits qui auront une baisse des prix. Mais si c'est bien pour le consommateur. Et pourquoi c'est l'industriel qui doit payer? Pourquoi c'est... Les distributeurs, ils ne paieront pas un centime. Ils diront aux industriels... Ça va, on ne va pas les plaindre, les industriels, je pense. Donc, on plaint les distributeurs? Non plus. Qui vole aujourd'hui? Qui sont les gens qui font des marges? Les deux. Non, l'industriel, il subit... Non. Et au fond, on se demande, mais alors c'est la faute à qui? C'est un peu comme le marché, quoi. Le marché, cette espèce de cheval galopant, sauvage, que personne ne peut réguler. On a l'impression que l'inflation est une chose sauvage, galopante, qui arrive là parce que c'est la faute à pas de chance, ou qui arrive là parce qu'il y a une guerre. Alors non, l'inflation, elle n'est pas là parce qu'il y a une invasion russe en Ukraine. Et on le sait aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de rapports et de chiffres qui nous le disent, qui nous l'affirment, notamment depuis l'année dernière. On a eu la Cour des comptes, on a eu ensuite la Banque centrale qui nous disent c'est le comportement de marge
qui contribuent très largement à l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, l'agroalimentaire, les multinationales agroalimentaires augmentent largement plus qu'on va dire les coûts de production, l'inflation, etc. Et puis que la grande distribution se gave aussi derrière. Donc on a deux entités qui se renvoient la patate chaude pour faire croire que c'est la faute ni de l'un ni de l'autre, mais celle de la personne en face. Mais aujourd'hui, on le sait, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout tombé du ciel, c'est un comportement qui fait ça. Alors, on le voit aussi dans les dividendes des actionnaires qui ont largement augmenté pour les énormes boîtes, comme Unilever par exemple. On voit aussi les patrons de la grande distribution qui voient leur salaire et leurs primes très largement augmenter depuis 3 ans. Et ces mêmes personnes viennent avec une indécence quand même sacrément culottée sur les plateaux dire qu'ils protègent le pouvoir d'achat des classes les plus pauvres. Dans nos hyper, nos supermarchés, on ne s'en rend même plus compte, mais elles sont omniprésentes. Aux côtés des grandes marques, elles occupent parfois plus de la moitié des rayonnages. Elles, ce sont les marques distributeurs, ou MDD dans le jargon. Quand j'ai découvert une étude de l'UFC Que Choisir qui portait sur les prix pratiqués par la grande distribution versus le hard discount, donc Lidl, Aldi, etc., j'ai découvert un truc qui m'a semblé complètement ahurissant et contre-intuitif finalement. C'est que, en tout cas à l'époque où l'UFC Que Choisir a fait son analyse, elle a pris un panier classique dans plusieurs enseignes et elle a découvert que les marques nationales étaient certes moins chères dans le hard discount, mais que les marques de distributeurs étaient plus chères que chez Leclerc, Super U, Casino, etc. On va en citer plusieurs. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens qui vont faire leurs courses dans des enseignes de hard discount ont l'impression de dépenser moins et de pouvoir acheter par ailleurs plus de marques nationales qui, rappelons-le, sont aussi un symbole, c'est de l'ordre de la marque du statut social, de se sentir intégré dans la société, que de pouvoir acheter des marques nationales comme tout le monde, qui sont synonymes de qualité, synonymes de grande consommation, et par ailleurs vont se dire, tiens, vu que j'économise sur des marques nationales, quand je vais chez Aldi ou chez Lidl, je vais peut-être acheter davantage de choses. Et puis surtout, je vais acheter de la marque distributeur qui coûte plus cher, mais je ne me rends pas forcément compte. Donc, je ressors avec un panier qui va me coûter plus cher que dans de la grande distribution classique. Donc, le hard discount à Noël, ça augmente aussi. Les produits dits festifs vont augmenter. Il faut quand même rappeler que Aldi est une dynastie qui est milliardaire en Allemagne. C'est quand même un petit niveau d'indécence d'avoir une enseigne de hard discount comme Aldi qui veille encore une fois, le sacro-saint pouvoir d'achat des gens. Moi, je parlerais plutôt de reste à vivre, mais qui est une des familles les plus riches d'Allemagne. Le PNNS, c'est le programme national nutrition santé. Donc, c'est un programme d'État gouvernemental qui, toutes les X années, émet des recommandations de santé. Donc, c'est vraiment à but nutritionnel. C'est pour améliorer la santé de la population française. Le PNNS nous donne des recommandations. On les connaît tous et toutes. Par exemple, les classiques, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. Pour être en bonne santé, ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré. Le problème avec la prévention, telle qu'elle est faite aujourd'hui en France, c'est que on culpabilise des gens. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de prévention, évidemment, c'est salutaire et c'est pas très efficace, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'on culpabilise des gens qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas mettre en pratique ces conseils distillés par le PNNS. Il faut arrêter de croire que les gens sont une masse ignorante et stupide en termes de diététique. Évidemment que les gens savent qu'il faut manger le maximum de fruits et de légumes par jour, qu'il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Enfin, c'est quand même du bon sens. Oui, le PNNS est là pour le rappeler, mais quand vous avez la moitié aujourd'hui de la population française, quasiment la moitié qui n'a pas les moyens de manger des fruits et des légumes tous les jours, et que vous leur dites de manger 5 fruits et légumes par jour, déjà, qui mange 5 fruits et légumes par jour? Le pourcentage est très, très faible. Et surtout, quand vous avez les fruits et les légumes qui sont les produits qui prennent le plus d'inflation sur les 20 dernières années et où les gens y renoncent, en fait, quasiment en premier lieu. En alimentaire, les gens vont renoncer d'abord aux fruits et aux légumes pour des choses qui remplissent plus, qui sont plus nourrissantes, on va dire, quel que soit leur impact en termes de calories ou de santé. Ce soir, vous avez prévu de manger ça. Bon, c'est moins léger que ça. Votre flemme, elle, vous dit de manger ça. La dernière émission culinaire vous a donné envie de ça. Ceci dit, avec votre talent, ça ressemblerait à ça. Et voilà.
Donc il y a une forme de violence ressentie par des populations qui sont les plus concernées par ces messages de prévention, les gens qui vont avoir un régime alimentaire qui n'est pas, on va dire, pas adéquat, mais qui n'est pas le meilleur, on va dire, pour la santé. Et par ailleurs, ces gens reçoivent des messages qu'ils ne peuvent pas appliquer, donc le vivent à raison comme une forme de violence et de culpabilisation. Alors que ce qu'il faudrait, c'est peut-être se poser la question du système et de la raison pour laquelle les choses les meilleures pour la santé sont les choses les plus chères finalement, les plus compliquées à se procurer, et que les choses les moins bonnes sont les moins chères et celles qui remplissent le plus. Présomption d'ignorance et d'incompétence chez la classe dominante vis-à-vis des plus pauvres. Encore une fois, d'ignorance de la diététique, d'incompétence culinaire de faire la cuisine. Et donc, il y a cette infantilisation des classes populaires et des pauvres, pour faire ça au sens large, où on va se dire, mais moi, avec un RSA, avec 600 € par mois, je ferais bien mieux, je saurais faire la cuisine, etc. Parce qu'on oublie beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il déjà, il y a ce classisme, cette condescendance, ce mépris de classe, qu'on voit bien sur les plateaux télé, mais pas que. Quand on invite des grands chefs étoilés français à faire la morale aux gens qui n'ont pas les moyens de manger du fait maison et des choses un peu plus équilibrées tous les jours et qui viennent dire c'est facile et c'est pas cher de bien manger, c'est une forme de violence, c'est du mépris de classe, c'est ne pas réussir à penser hors de soi et se mettre à la place de l'autre. Et puis, il y a l'idée de toute façon que les classes populaires ne font pas d'efforts. Elles font pas d'efforts, elles savent, mais elles ne font pas d'efforts. On se cache derrière son petit doigt parce qu'on a des millions de gens qui sont à l'aide alimentaire et on a envie de croire que c'est de leur faute. Parce que c'est beaucoup plus facile de blâmer l'individu que de blâmer le système. Aujourd'hui, l'aide alimentaire, ça concerne, on n'a pas de chiffre exact, mais entre 2 et 5 millions de personnes. Aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Et il faut être aussi très concret. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les Restos du Cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 3 ans. Les Restos du Cœur ont commencé à refuser des gens pour la première fois depuis 30 ans. L'aide alimentaire, c'est une énorme machine à cadeaux fiscaux pour la grande distribution notamment et pour les industriels. C'est ce qui permet à l'État de ne pas se saisir de la question de la faim. Bénédicte Bonzi avait parlé chez Blast aussi de la faim de l'aide alimentaire. Georges Monbiot aussi parle de la crise de l'alimentation. C'est vraiment tout ça des manières de dire, regardez, dans nos pays occidentaux, les gens ne meurent pas de faim, la faim ne se voit pas. Donc le fait de ne pas voir la faim dans la rue, à part les distributions de repas chauds ou la queue devant les Restos du Cœur, ça permet de dire que c'est la faute des individus et que si c'était vraiment grave, des gens mourraient de faim, comme on voit sur des images qu'on a tous et toutes en tête, de famines créées par des guerres, notamment sur le continent africain, alors que la faim, elle est peut-être chez vos collègues. On a cette idée en France qu'on veut faire passer coûte que coûte, qui est que bien manger ne coûterait pas cher. Évidemment, c'est très pratique pour perpétuer le mythe gastronomique français, pour perpétuer cette image de la France comme le pays de la bonne chère. C'est vrai que c'est quand même c'est honteux de la part de la France de se dire, nous, avec nos grands restaurants, des gens qui meurent de faim, en tout cas qui ont très très faim. Donc, on nous fait croire que bien manger ne coûte pas cher, ce qui est faux, parce que bien manger ne coûte pas cher, ça voudrait dire qu'il n'y a que le prix au kilo qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte plein de choses, le temps, l'énergie, les factures à payer. Il faut prendre en compte l'endroit où on fait à manger. Il faut prendre en compte le matériel dont on dispose ou pas. Il faut prendre en compte son régime alimentaire personnel, sa culture, ses traditions. En fait, on a toujours envie de croire que la nourriture, l'alimentation, et c'est ça qui me passionne, n'est qu'une somme de nutriments qu'on met dans son corps, alors que c'est profondément culturel, que la nourriture n'est pas que des vitamines, des lipides, des glucides, etc. La nourriture, c'est intime, c'est profondément identitaire. Et à ce titre-là, c'est pour ça qu'on parle de bon goût et de mauvais goût aussi, avec des classes dominantes qui sont les arbitres et les juges de ce qui est bon ou pas à manger et bon ou pas à penser, comme le dirait Lévi-Strauss. Le sociologue de l'alimentation, Corbeau, a une expression que je trouve très imagée. Il parle de nourriture comme d'une forme de revanche sociale. Alors, ce dont on parlait aussi, c'était la nourriture consommée des marques nationales, par exemple, peut être une manière, justement, de se dire « je participe pleinement à cette société qui est de consommation et je suis comme tout le monde ». La revanche sociale passe aussi par l'alimentation, donc, mais elle passe aussi par ce qui est considéré, finalement, comme un luxe accessible, offrir à ses enfants à qui on dit non tout le temps parce qu'on n'a pas d'argent, des sorties, des vêtements, etc., ou de la culture, et leur offrir une barre chocolatée ou un œuf avec un cadeau à l'intérieur, c'est une manière de leur faire plaisir tout de suite, de ne pas se sentir marginalisés ou exclus de la société. La question, c'est, encore une fois, la question de se faire plaisir.
d'une forme de gourmandise et d'une forme de cadeau. On remercie L214, cette association qui nous a montré des images terrifiantes sur les abus que peuvent commettre l'agroalimentaire et les industries de l'alimentation quand on veut faire un produit de masse. Il va falloir accepter le principe. Nous allons nous passer du foie gras industriel. Vous êtes en train de dire aux 2/3 des auditeurs qui nous écoutent, vous serez privés de foie gras et de saumon fumé parce que de toute façon, c'est pas de qualité. Je les prive de merde, donc je les sauve et je les aide. Je suis désolé d'être très trivial, Yves. Je les prive de merde. Ce n'est pas du foie gras, ce n'est pas du saumon fumé. Ça a le goût du foie gras, ça a le goût du saumon fumé. C'est un produit ignoble. Pour les fêtes, il y a en France, et pas que en France évidemment, une espèce d'hégémonie de ce qu'est la nourriture de fête, quoi. Une table de Noël, c'est quoi ? Il y a quoi dessus ? En France, une table de Noël, il n'y a pas de curry de lentilles, il n'y a pas de dalle de lentilles. En France, il n'y a pas des dossas. En France, il n'y aura pas des nourritures qui ne sont pas considérées comme faisant partie d'un patrimoine ou d'un terroir. Encore une fois, c'est des choses qui sont très mythifiées, qui sont très culturelles et historiques. Donc, c'est compliqué aussi de se sentir démuni au point de ne pas avoir une table de fête. Et ce dont on parlait de l'augmentation inouïe des produits dits festifs dans le panier, France Info, là, donc dans la grande distribution, en cette période de fête de fin d'année, elle est d'autant plus violente qu'on dépossède finalement des gens d'une période de Noël qui est fêtée par absolument tout le monde, pas dans le monde entier, mais quasi, et qui ne pourront pas, eux, accéder à cette forme d'adhésion à une société de consommation, non, en tout cas à une société française, à une identité aussi, qui est une identité française, qui n'est pas monolithique évidemment, mais qui passe par se réunir autour de plats qui ont un référentiel commun. Il faudrait arrêter de considérer l'alimentation, en tout cas la gastronomie française, comme quelque chose qui serait immuable, puisque c'est ce qu'on veut nous faire croire. L'alimentation, la gastronomie française, c'est un mythe qui existe depuis le XVIIIe siècle, en tout cas qui a été codifié au XVIIIe et qui n'a cessé d'évoluer. Donc peut-être essayer de se créer son propre référentiel, je dirais, ce qui est très difficile, puisqu'on pourrait se sentir exclu ou marginalisé de ne pas pouvoir s'acheter la même chose que les gens semblent acheter. Mais déjà, c'est peut-être une illusion. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui, par choix et beaucoup par contrainte financière, ne peuvent plus acheter ces piliers des tables de fête. Et c'est peut-être l'occasion de réinventer une forme de culture culinaire qui soit beaucoup plus ouverte à des produits qu'on a un peu oubliés, à des choses qui sont beaucoup moins chères, qui ne vont pas creuser encore plus le découvert à la fin du mois de décembre, en attendant d'avoir l'argent sur le compte en banque. Donc, peut-être se réinventer une culture familiale, propre, personnelle, où on va piocher un peu à droite à gauche en fonction de son budget et de ses goûts.